Alors, on est très très bien en timing parce qu'on devait s'arrêter à 21h10, vous voyez, donc je vous félicite, merci beaucoup. Il y a des pros, hein, Brice. Parce qu'on va vous laisser la parole. On va prendre 20 minutes de questions dans la salle. Donc, je vais vous demander d'être concis, d'être précis dans vos questions et nos invités pourront vous répondre sans doute aisément. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Alors, il y a le micro. Voilà, Aude va amener les micros. Allez-y. Merci pour la qualité de ces débats. J'ai une question. On parlait de force endogène, mais il y a aussi une force exogène qui peut être très dangereuse, mais dont on peut un peu comme au judo peut-être s'en servir, mais diplomatiquement parlant. Hein. Je ne vais pas faire des sorties comme j'ai entendu de la part de l'exécutif ce matin qui m'ont un peu gêné. On ne fait pas de guerre, ou en tout cas on ne fait pas de guerre économique, ou en tout cas on ne le dit pas si on l'a fait. La Chine qui joue un rôle d'une certaine neutralité très hypocrite, qui veut peut-être se refaire une virginité. Ils ont du travail, mais la diplomatie aidant, il faut se servir de la Chine. Je ne donne pas de leçon, puisque bien évidemment, je suis sûr que l'exécutif y travaille. Ça peut être aussi un drame s'ils avancent et s'ils envahissent pour le coup Taïwan. Cela dit, s'il peut y avoir plus qu'un rapport de force, c'est un euphémisme qui peut faire affaiblir. On ne veut pas la fin de l'URSS, pardon du lapsus, de la Russie ou de la population. On ne veut certainement pas leur faire la guerre. On veut même les sauver quelque part, qui peut donc affaiblir Poutine, qui est un terroriste d'État et un mafieux. Merci. Donc, le rôle de la Chine. On va peut-être grouper les questions, une ou deux questions. Oui. Alors, Ilan? Moi, j'ai une question simple à vous poser. Les premiers qui vont être impactés par les sanctions, c'est le peuple russe, en interne ou en externe avec les entreprises. En plus de constater la folie de Poutine, est-ce que vous pensez que ça peut amener le peuple russe à se révolter et à destituer Vladimir Poutine? Alors, le rôle de la Chine, le peuple russe qui peut se révolter. On va prendre une troisième question et ensuite on passera à monsieur. Allez-y. Moi, je m'intéresse à nos concitoyens, à nos contemporains et aux jeunes en particulier. Oui. Je suis un boomer, mes parents ont connu la guerre. J'ai fait mon service militaire. Donc, a priori, je suis déjà sensibilisé, mais même en vous entendant, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Des déclics se sont produits. Quel est le message à vos yeux qu'il faut faire passer pour obtenir le consensus des nouvelles générations en particulier, pour le réarmement, pour notre remobilisation militaire, je veux dire, du point de vue de la réorganisation que ça va impliquer, des investissements que ça va impliquer, et de l'état d'esprit surtout que ça doit impliquer. Quel est pour vous le message qu'on doit faire passer à cet égard? Alors, merci beaucoup. On va déjà répondre à ces trois-là. Voilà, je propose sur la Chine peut-être... Oui, alors Frédéric peut répondre. Frédéric sur la Ancel Chine, peut répondre sur la Chine. Peut-être Galia sur le peuple russe et l'hypothèse de révolte ou de ce qui se passe dans le système moscovite clanique. Voilà. Et puis peut-être sur le consensus des jeunes, pour les jeunes et leur réarmement culturel, j'allais dire mental, peut-être Pascal Bruckner et Valéria. Voilà. Sur la Chine, alors sans vouloir faire d'essentialisme, mais c'est une leçon multiséculaire, les Occidentaux d'une part, les Russes d'autre part, ne fonctionnent pas sur le plan géopolitique comme fonctionnent les Chinois. Je veux dire par là que nous avons, nous tous, Russes, mais aussi Occidentaux, une propension à tenter de régler les affaires en commençant par frapper et ensuite en discutant. C'est-à-dire que l'usage de la force, et de la force notamment létale, a été pendant de très nombreux siècles, en Occident au sens large du terme, le modus operandi principal. Ce n'est pas le cas pour la Chine. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne sera pas le cas dans un an. Je n'en sais rien. Et je suis beaucoup plus prudent depuis 5 jours, je peux vous dire. Mais en tout cas, surtout devant Pascal Bruckner, qui avait raison, le bougre. Donc, si vous voulez, les Chinois, et ils nous le montrent en permanence, et ils nous le montraient à la fin du XXe siècle, notamment depuis leur dernier déboire en date en 1979 au Vietnam, ils ne procèdent pas prioritairement, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas en second rang, mais prioritairement, ils ne procèdent pas par l'usage des armes létales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Chine, d'abord pour défendre son axiome diplomatique fondamental consistant à défendre la sacro-sainte souveraineté des États, l'Ukraine étant un État souverain,
La Chine, il y a 3 jours, s'est abstenue au Conseil de sécurité. De toute façon, un autre vote n'aurait rien changé sur le terrain. La Chine s'est abstenue. La Chine n'est pas alliée de la Russie. La Chine est partenaire, surtout lorsqu'il y a des Occidentaux en face. Mais la Chine, sur l'Asie centrale, on pourrait y revenir, mais pas ce soir, la Chine sur la Sibérie orientale, je peux vous garantir qu'elle n'a pas les mêmes objectifs que la Russie, et c'est même le moins qu'on puisse dire. Je pense d'ailleurs que Poutine en a très peur pour les décennies qu'il ne connaîtra sûrement pas dans longtemps. Mais ça, c'est quelque chose d'important à rappeler. 1. 2. Si on est faible, alors pour le coup, l'OTAN, l'Union européenne aussi, mais l'OTAN peut-être plus particulièrement, si on est faible sur la crise ukrainienne, alors qu'est-ce qui va se passer? Quelles leçons les Chinois vont en tirer? Évidemment pour Taïwan. Et les Chinois sont en train de nous observer, pas d'observer les Russes, de nous observer de manière extraordinairement scrupuleuse. Là, on n'a pas intérêt à se planter, on n'a pas intérêt à apparaître comme faible. Enfin, 3, j'ai entendu la question est très courageusement posée comme ça d'ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas discuter avec les Chinois pour... attention, parce que discuter avec les Chinois ou essayer de récupérer en quelque sorte les Chinois dans le camp, on va dire démocratique contre la Russie qui agresse l'Ukraine aujourd'hui, ça va avoir un coût. Vous croyez que vous allez obtenir ça gratuitement des Chinois? Alors, vous oubliez définitivement les Tibétains et les Ouïghours. Ah, bah écoutez, comprenez? Parce que autant les Chinois n'emploient pas, je le répète, prioritairement l'usage des armes, autant ils savent très bien articuler l'intégralité des possibilités, des palettes dont ils disposent, qu'elles soient économiques et financières et technologiques de plus en plus, qu'elles soient diplomatiques, sémantiques, militaires, blabla, etc. Et là, ça va avoir un coût. Et je suis à peu près convaincu d'ailleurs que ces bougres de Chinois sont en train d'attendre très patiemment des propositions occidentales dans ce sens. Ce sera, pardon de le dire comme ça, ce sera soit les Ukrainiens, soit les Ouïghours. On ne pourra pas obtenir les deux. Si on veut réellement négocier avec les Chinois pour qu'ils exercent des pressions, et ils peuvent le faire, sur la Russie, alors il faudra sacrifier quelque chose. Ça peut être Taïwan, ça peut être les droits de l'homme, vous apprécierez mon sens de la litote, concernant les Ouïghours et les Tibétains. Merci Frédéric. Vous pourrez compléter peut-être tout à l'heure. Et dans les indices de double jeu chinois, ce qui était frappant, moi ce qui m'a frappé en tout cas, c'est la diffusion par l'organe média d'État chinois des vidéos de Zelensky, ce qui était quand même un acte de duplicité en tout cas, et on voit bien qu'il joue sur 2 tableaux pour les négociations que sans doute que tu évoquais. Pascal Alors Galia, on va prendre peut-être sur la question du peuple russe. Oui, donc à la Russie, le système peut-il s'ébranler et voir une révolte comme ça a été évoqué? Je pense qu'il est assez peu probable qu'il y ait une révolution du genre révolution du Maïdan ou révolutions arabes, etc., ou la révolution au Venezuela qui n'a pas abouti, Biélorusse, etc., tout simplement parce que depuis des années, les mesures ont été prises pour décapiter l'opposition. Vous connaissez bien sûr le sort réservé à Alexei Navalny. Maintenant, le parquet a déclaré que même toute expression de sympathie vis-à-vis de l'Ukraine va être considérée comme haute trahison. Et cerise sur le gâteau, puisque la Russie a été exclue du Conseil de l'Europe, ou suspendue, je ne sais pas exactement, suspendue ou exclue. Oui, au moins suspendu. Au moins suspendu. Donc, Medvedev, l'ancien Premier ministre, l'ancien président, a dit que voilà, c'est bien, ça suffit de participer à ces pitreries, maintenant on pourra restaurer la peine de mort. Donc, à mon sens, la solution ne peut venir que du premier cercle de Poutine, c'est-à-dire d'un coup d'État. Je veux vous dire que quand même, dans l'histoire mouvementée de 70 ans du pouvoir soviétique, il y a eu 4 coups d'État, malgré le régime totalitaire extrêmement verrouillé, etc. Premier, c'était Staline. Selon certaines informations, il a été empoisonné, même s'il ne l'a pas été. Quand il y a eu quelque chose qui était du genre hémorragie cérébrale, on l'a laissé simplement sans aide, tout seul dans une pièce dont il ne pouvait pas bouger pendant 48 heures, et les médecins ont été appelés quand il était déjà complètement mourant. Donc on l'a éliminé. Ensuite, c'était Beria qui est arrivé au pouvoir.
Beria, le chef des services secrets, l'homme absolument omnipuissant, eh ben, il n'est pas resté longtemps homme omnipuissant parce que les services secrets lui étaient totalement dévoués et le déifiaient même. Il était extrêmement populaire au sein de son ministère. Mais Khrouchtchev, qui avait peur de lui, a fait appel à l'armée, notamment au maréchal Zhukov. Donc on a organisé une petite réunion, un petit comité, et tac, il y a un groupe de militaires qui rentre et qui arrête Beria, qui crie « Mais vous êtes fous !» Il ne pouvait pas croire. Bon, assez rapidement, il a été fusillé. Ensuite, il y avait Khrouchtchev, qui a été limogé. Là aussi, il y avait un plénum surprise. Et tac, on expose les erreurs de Khrouchtchev, on propose de voter sa destitution, et c'est fait. Le seul putsch qui n'a pas réussi était celui contre Gorbatchev, le putsch qui, même s'il n'a pas réussi, a accéléré tout simplement la fin de l'Union soviétique. Je ne parle déjà pas de l'histoire des régicides sous l'Empire russe. Je pense que Poutine doit être très prudent, qu'il a peut-être des très bons gardes du corps, mais comme... Il est très longue table qui évite des proximités meurtrières. Voilà, mais encore une fois, je persiste à penser que si il commence à vouloir jouer avec du nucléaire ou si les oligarques sont très mécontents, quelqu'un trouvera un moyen de mettre terme à ça. Et c'est peut-être la meilleure solution possible pour nous et surtout pour l'Ukraine. Merci beaucoup et merci de ta question, Ilan, du coup. Et puis peut-être sur la génération et le réarmement culturel de cette génération pour vous deux, Pascal Bruckner et Valéria. Oui, alors effectivement, j'appartiens à une génération qui a quand même vécu l'après-guerre, mais qui est restée dans la mémoire du totalitarisme nazi et totalitarisme soviétique. Quand on a commencé à s'engager en allant en Europe de l'Est, en Russie, pour rencontrer les dissidents, on savait ce qu'était une société totalitaire. La jeunesse d'aujourd'hui l'a oublié. C'est une jeunesse qui est dans le consumérisme, l'hédonisme et la plainte. Les trois choses, d'ailleurs, vont très bien ensemble. J'ai des enfants assez jeunes et ils n'arrivent pas à concevoir que nous ayons des ennemis. C'est impossible. Pour eux, si nous avons des ennemis, c'est que nous avons été nous-mêmes désagréables avec les islamistes, Al-Qaïda, Daesh ou le pouvoir russe, et donc nous devons nous excuser. Et donc je pense qu'une des réponses à faire à ce réarmement, c'est de donner à la jeunesse une mémoire du totalitarisme. C'est-à-dire d'abord lui enseigner l'histoire exacte qu'elle ne connaît pas. Et ça, je crois que c'est très important, mais c'est un travail de pédagogie très importante. On a le ministre de l'Éducation qui, plutôt que d'enseigner les crimes de l'Europe, qui est devenue une véritable litanie de la repentance dans notre société, nous devrions aussi peut-être nous pencher sur les crimes des autres cultures qui, elles, ne regrettent pas ce qu'elles ont commis, alors que nous le regrettons à juste titre. Est-ce que je peux rajouter un mot sur ce que disait Frédéric tout à l'heure? On a parlé de la Chine. Il y a un cas plus intéressant, c'est la Turquie. Moi, j'ai été assez engagé dans la défense des chrétiens d'Orient, des Kurdes, des Yazidis. Or, voilà que Erdogan, qui a traité Macron de fou furieux, de psychopathe, et qui tente de reconstituer l'Empire ottoman à l'est de l'Europe, envoie des drones à l'Ukraine et ferme le détroit du Bosphore. Et donc, tout d'un coup, celui que l'on considérait comme un ennemi de l'Europe, qui voulait, en quelque sorte, qui n'a jamais digéré la défaite des Ottomans devant Vienne, tout d'un coup, se retrouve dans une position très complexe. Et là, je pense que la crise ukrainienne et l'agression russe doit mobiliser chez nos diplomates l'esprit de finesse. C'est-à-dire que tout d'un coup, effectivement, il faut essayer de tirer la Chine de notre côté et de maintenir la Turquie dans cette ambiguïté vis-à-vis de la Russie, sans oublier que la Turquie a quand même cherche à massacrer les Kurdes et les Arméniens, qui sont ses ennemis, et envoie ses djihadistes en Libye et au Sahel, où là, elle est alliée avec les Russes. Donc, c'est une chose très complexe. Dernier point, je ne sais pas si vous avez vu ce matin la vidéo des troupes de Kadyrov à Grozny. Donc, Kadyrov a mobilisé 10 000
policiers tchétchènes qui ont plutôt l'air de SS, terrifiants. Il leur a donc demandé de maintenir la paix en Tchétchénie, en Ukraine, et la réponse a été Allahu Akbar. Et donc là, je dois dire, cette conjonction du panslavisme et de l'islamisme me fait froid dans le dos. Je me demande comment M. Zemmour peut concilier son amour de Poutine avec sa haine farouche de l'islam. Là, il y a quand même un hiatus qui est inquiétant. C'est l'alliance des totalitarismes. L'alliance des totalitarismes, le brin rouge, effectivement. Donc, il y a un enjeu là où tout d'un coup nos certitudes vacillent et il faudra vraiment que les diplomates soient très malins pour appréhender la complexité de la situation. Merci beaucoup, Pascal. On va beaucoup. Pour rester dans le temps imparti, Jean-Philippe, on va Valérie, peut-être on va voir avec la salle. Il y a une question, Madame veut poser une question, et ensuite Valérie, je vous laisserai répondre. Valéria, je vous laisserai répondre aux deux questions. J'appartiens à la catégorie des gens qui se sont trompés. Parce que travaillant dans ces pays depuis 1990, à la fois la Russie, l'Ukraine, l'Asie centrale, j'étais totalement convaincue que l'armée russe ne dépasserait pas le Donbass. Et effectivement, elle a dépassé assez largement la région du Donbass. On peut préciser que vous êtes Hélène Bérard. Pardon, Marie-Hélène Bérard. Je travaille comme banquier en Russie et dans les pays de l'ex-Union soviétique depuis 1990-1991. J'ai passé la journée, moi aussi, à tenter d'évacuer 2 collaborateurs, un à Odessa, un à Kiev. Je partage entièrement ce que vous avez dit les uns et les autres sur la misère qui se passe actuellement en Ukraine, mais je suis un peu gênée, à vrai dire, par l'exposé tout d'un côté. Alors, je ne veux pas me revenir en arrière sur ce que j'ai pensé pendant assez longtemps du président russe, mais il faut aussi se rappeler quand même qu'il y avait des accords de Minsk, il y avait des accords internationaux à respecter, il y avait des obligations de la part des deux pays, il y a eu des essais de négociation de la part de la Russie, notamment cette grande réunion du 6 janvier qui a duré 9 heures et qui n'a pas abouti. Je veux dire, ça n'excuse rien, ça n'excuse pas la guerre. Mais je crois que dans les exposés qui ont été faits cet après-midi, il y a une autre partie qu'il faudrait aussi accepter de raconter. La corruption en Ukraine... C'est pas mal raconté, notamment par les représentants de la Fédération de Russie, d'ailleurs. Mais votre question est... Je ne suis pas. Non, mais... je n'ai pas de question, j'ai simplement une remarque. Une observation. Si vous voulez, qui consiste à dire qu'il y a 2 côtés dans cette histoire et qu'il serait beaucoup plus crédible, précisément pour la position que nous avons et que je partage, de rappeler ce qu'il s'est passé de l'autre côté. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette observation. Valéria, sur le sujet que vous voulez peut-être prioriser. Je vais essayer de faire ça très vite. Madame a raison, et vous pouvez lire ma déclaration dans JDD, qu'on ne peut pas traiter effectivement qu'à travers un prisme. Par contre, ça ne justifie strictement rien. Et quelles qu'en soient les causes, les conséquences, ce sont les choix que le président Poutine a pris, c'est-à-dire d'envahir un pays souverain. Et ça, c'était inacceptable au XXIe siècle. Nous avons confiné, quasiment le monde entier a confiné pour protéger toutes les vies contre la Covid. Ce n'est pas pour avoir des balles qui sifflent et des bombes qui tombent. Mais pour la véracité de l'histoire, il faut effectivement prendre l'ensemble de la Russie et de l'ensemble de l'Ukraine et de leur histoire en analyse pour pouvoir répondre ensuite devant les générations futures. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, peut-être 10 secondes. La Chine, elle veut la route, elle ne veut pas la guerre. La Chine lorgne sur la Russie depuis très longtemps. Plus la Russie est faible, plus la Chine, ça l'arrange. Ils veulent commercer, ils veulent nous vendre Huawei et Co, et c'est très bien d'ailleurs, mais ils n'iront pas maintenant. Ils ont une perspective à 100 ans. Et soutenir la Russie dans cette guerre ne fait pas partie de leur perspective d'évolution et de progrès à 100 ans. Et ce sont des joueurs de Go, et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ce sont des stratèges,
et dans leur stratégie, ça fait pas partie du truc. Le peuple russe est afféodé. Je suis née en Ukraine, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai connu la fin de l'URSS, j'ai connu la préparation militaire à partir de l'âge de 7 ans. Vous savez, quand on vous oblige, alors que vous avez des cheveux jusque-là, à enfiler les masques à oxygène vert là, qui vous arrachent les cheveux, donc on pleurait dedans, mais en tout cas, on était rodés. Je ne suis pas d'accord avec la jeunesse, par contre. La jeunesse française cherche à s'engager dans plus grand que soi. Et c'est malheureusement, c'est horrible ce que je veux dire, c'est malheureusement aussi pour cela qu'une petite partie de notre jeunesse va faire le djihad. Ils cherchent ce sens de la vie. Donc, il faut leur offrir ce sens. Aujourd'hui, hier, il y a eu des reportages sur des jeunes à visage masqué qui partaient en Ukraine combattre. Ils cherchent cela. Donc, il faut qu'on leur offre ce patriotisme, cette capacité à se préparer aussi, à protéger des valeurs européennes, protéger des valeurs démocratiques. Par contre, je pense que c'est la génération du milieu, pour le coup, qui a plus de mal avec le retour du service militaire, avec on ne voulait plus de la militarisation, du fait qu'on ne voulait plus que ça revienne, plus jamais ça, la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, on a mis ça de côté en disant il n'y a plus d'ennemis, on a des alliés, on a des partenaires, on a des concours compétitifs technologiques, économiques, mais on ne va pas apprendre à nos jeunes à manier les armes, on ne veut plus ça. Sauf que du coup, on a une jeunesse qui inspire à quelque chose, pas forcément à l'armement, mais en tout cas à la défense des intérêts. L'engagement. Et on a une génération politique qui a du mal encore à passer le cap parce qu'il y a des oppositions fortes à la remise en place du service militaire, par exemple, ou d'autres. Donc on a fait des étapes, on a fait des belles étapes. Et aujourd'hui, on voit cette jeunesse, elle se manifeste, elle s'engage. Il y a énormément d'inscrits à chaque fois. On peut passer l'étape suivante, j'en suis persuadée. Si on leur demande leur avis, ils seraient pour. Merci beaucoup. J'abonde sur le sens de l'engagement des jeunes et notamment les expériences actuelles portées par la France et le gouvernement actuel du service civique qui a été développé considérablement et du service national universel est un exemple aussi de capacité des jeunes de se dépasser. Brice voulait intervenir brièvement. Je voudrais répondre à madame sur les accords de Minsk en rappelant 2-3 faits qui pourront vous servir pour contrer la propagande russe qui est extrêmement efficace et qui tente à nous faire croire que c'est l'OTAN qui est l'agresseur et que c'est la Russie qui est l'agressée. Je vous rappelle juste un seul petit fait. Le mémorandum de Budapest. Vous savez, quand l'Ukraine a voté pour son indépendance en 1991, à 90%, toute l'Ukraine a voté à 90% pour l'indépendance. L'Ukraine était à l'époque une puissance nucléaire considérable. Un tiers des armements nucléaires de l'armée rouge étaient basés en Ukraine. Il y avait 1190 têtes nucléaires qui étaient tournées vers l'Europe. Les Américains, Bill Clinton à l'époque, a fait des pressions importantes sur l'Ukraine pour qu'elle renonce à cet armement nucléaire considérable et à la flotte de la mer Noire qui était également en possession de l'Ukraine. Il y a eu des négociations qui ont été menées sous l'égide des Américains entre les Russes et les Ukrainiens. Ces accords ont abouti ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest, signé en décembre 1994, au terme duquel l'Ukraine a renoncé à toutes ses armes nucléaires, a renoncé à sa flotte de combat au profit de la Russie. En échange, les Russes ont signé dans le mémorandum de Budapest qu'ils reconnaissaient l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine. Alors ça, c'est un élément qu'il faut rappeler aux Russes aujourd'hui. Si aujourd'hui, les Ukrainiens avaient conservé ne serait-ce qu'une toute petite partie de cet armement nucléaire, Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine. C'est un avertissement terrible, parce que ça veut dire que quiconque dispose de l'arme nucléaire aujourd'hui n'a pas intérêt à s'en débarrasser. C'est une leçon terrible pour le monde. Deuxième élément, vous entendez dans la propagande russe que l'OTAN a déployé des armes nucléaires dans les pays baltes et dans les autres pays d'Europe centrale. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai.
Il faut savoir que la propagande russe, hélas, est relayée par de nombreux journalistes incompétents de mes confrères qui ne connaissent pas le terrain, qui n'ont pas travaillé sur le sujet et qui répandent les mensonges que la propagande russe répand par les réseaux sociaux. Et hélas, repris encore une fois par ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Asma, le fait que sur les réseaux sociaux, les mensonges se répandent et que finalement, ils arrivent sur les médias légitimes. Donc, soyez équipés avec regardez par vous-même quand vous entendez certaines déclarations, regardez ce qui est vrai et ce qui est faux. Beaucoup est faux. Il n'y a pas d'armes nucléaires dans les pays baltes. Les armes nucléaires, elles étaient en Ukraine et les Ukrainiens les ont abandonnées en échange d'une garantie de sécurité et d'intégrité qui est aujourd'hui violée par la Russie. Merci beaucoup. Merci beaucoup et j'ai eu grand plaisir d'animer cette table ronde, d'être parmi vous. Et on pourra poursuivre informellement ensuite et Galia s'excuser parce qu'elle doit rejoindre le plateau de la chaîne parlementaire.